Le titre 2 du projet de loi instaure par ailleurs un dispositif d'état d'urgence sanitaire. Il s'inspire, dans son déclenchement et dans son déclenchement seulement, de la loi du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence. Bonjour, je m'appelle Léopold Lambert, je suis le rédacteur en chef d'un petit magazine anglophone qui s'appelle The Funambulist, c'est un peu de créer des ponts de solidarité entre diverses luttes dans le monde, notamment anticoloniales. L'état d'urgence, c'est un certain nombre de mesures qui sont parfois toutes utilisées, parfois pas toutes, mais c'est notamment le couvre-feu, les perquisitions de jour ou de nuit sans avoir besoin d'une autorisation judiciaire, les assignations à résidence, les fermetures de lieux de réunion qui plus tard deviendront la fermeture des lieux de culte, et puis la création de périmètres de sécurité où toute personne voulant s'y rendre peut être fouillée et contrôlée par la police. Bon, ça c'est les mesures d'état d'urgence, mais en fait l'état d'urgence c'est aussi... Enfin moi, ça fait 4 ans que je travaille sur l'histoire de l'état d'urgence français et que j'écris un livre dessus. Moi mon argument c'est pas que l'état d'urgence est un régime d'exception, c'est que juste que c'est un régime exacerbé des structures coloniales qui existent de toute façon au jour le jour. Donc tout ce qui est de l'ordre des violences policières racistes et coloniales, c'est évidemment exacerbé durant l'état d'urgence, mais les logiques restent les mêmes. Les mots sont pas neutres. État d'urgence, ça convoque toute une histoire coloniale, notamment. L'état d'urgence, c'est une loi qui a été créée au début de la révolution algérienne pour écraser la révolution en avril 1955 et qui donc a été utilisée 3 fois tout au long de la révolution algérienne. Il n'y a que le premier qui est véritablement déclaré pour des mesures contre-révolutionnaires en avril 1955, donc 5 mois après le début de la révolution algérienne. Et en fait, à ce moment-là, il s'agit moins de mettre en place des nouvelles mesures que de légaliser rétroactivement tout ce qui avait déjà été fait en termes de contre-insurrection, de torture, de couvre-feu, de perquisition les mois précédents, et puis qui continueront comme ça pendant plusieurs mois. Les 2 autres épisodes durant la révolution algérienne, en fait, l'état d'urgence est déclaré en France à la suite des 2 putschs. Déjà celui de 58 qui du coup a fait revenir De Gaulle au pouvoir et donc est un putsch presque réussi entre guillemets, enfin en tout cas à ce moment-là ça crée la 5ème République, mais on pourra y revenir. Et puis celui de 61 qui là cherchait à faire tomber De Gaulle et à garder l'Algérie française comme ils disent. Et en fait, l'état d'urgence est déclaré en France. Alors, évidemment, ceux qui vont recevoir les effets du plus long état d'urgence de l'histoire de France, un peu plus de 2 ans, ce sont bien évidemment les Algériens, même si l'état d'urgence n'avait pas été déclaré contre eux à la base, quoi. Quand on parle de l'état d'urgence et qu'on en fait un petit bref historique, on oublie généralement 3 épisodes quand même très importants dans cette histoire qui sont à l'encontre d'insurrections autochtones dans le Pacifique, dans les colonies du Pacifique. Il y a eu 24 heures à Wallis et Futuna en 86, mais c'était une prérogative de l'administrateur colonial sur place. Il y a eu 2 semaines à Tahiti, dans ce qu'on appelle les îles du vent, c'est-à-dire l'archipel de Tahiti, à la suite d'une grève des dockers du port de Papeete en 1987. Mais de manière, selon moi, encore plus importante, l'état d'urgence a surtout été pris pendant 6 mois, en 1985, pour mater l'insurrection kanak en Kanaki.
qui avait commencé quelques mois plus tôt, et l'état d'urgence est déclaré littéralement quelques heures après que le GIGN ait assassiné l'un des leaders de l'insurrection, Éloi Machoro, qui est resté un héros national en Kanaki encore aujourd'hui. Le délégué du gouvernement a proclamé en Nouvelle-Calédonie l'état d'urgence. Et puis bien évidemment, l'état d'urgence, ça nous rappelle aussi le soulèvement des quartiers populaires de 2005, où là l'état d'urgence avait été principalement pris pour pouvoir déclarer des couvre-feux, notamment à l'encontre des mineurs, mais parfois à l'encontre de l'ensemble d'une population d'un quartier populaire. C'est hyper ciblé, donc c'est très explicite sur quelle population ça vise dans ce cas-là. Et puis plus récemment, les 2 ans qu'on a eus entre 2015 et 2017, à la suite des attentats meurtriers de Saint-Denis et de Paris, qui là avaient vu des milliers de perquisitions dans des foyers musulmans, dans les quartiers populaires en particulier, et des centaines d'assignations à résidence, tout ça basé sur des notes blanches. Donc selon moi, ces 2 épisodes les plus récents d'état d'urgence montrent bien que les quartiers populaires font partie un peu de ce que j'appelle un espace-temps du continuum colonial français. Donc pas simplement une continuité des logiques coloniales, mais aussi une continuité finalement des espaces, en fait, de la manière dont les espaces sont gérés de manière coloniale, notamment à travers la manière dont la police y intervient, et qui touche bien évidemment toujours les mêmes personnes, à savoir les personnes racisées, mais les personnes racisées en France étant quand même en majorité des personnes dont les familles ont été des sujets coloniaux dans le passé. Donc on a véritablement cette continuité qui fait sens. D'ailleurs, qui continue également en Kanaki, si on pense à la tribu de Saint-Louis en particulier, en périphérie de Nouméa. Il n'y a pas grand-chose qui différencie la manière dont la gendarmerie y intervient que dans les années 80, au moment de l'état d'urgence. Donc, la rupture qu'on aime inventer en France sur la fin du colonialisme français en 1962, elle est complètement artificielle, rien que parce que déjà ça oublie les Comores et Djibouti qui ont réussi à gagner leur indépendance dans les années 70. Et bien évidemment, ça oublie toutes les colonies départementalisées qu'on appelle les Outre-mer aujourd'hui. Et ça ne prend pas en compte le fait que les structures de la société française aujourd'hui n'ont jamais été vidées de leur logique coloniale, et elles sont toujours bien à l'œuvre. L'état d'urgence de 2015-2017 s'est terminé le 1er novembre 2017. La seule raison pour laquelle il a été terminé par l'administration Macron, c'est qu'il a été remplacé par une loi qui s'appelle la loi SILT du 30 octobre 2017, donc la loi renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme, qui en fait a repris à peu près 80% des mesures de l'état d'urgence et les a inclus dans le droit commun. Pour vous dire, les 2 choses qui ne sont pas incluses, c'est le couvre-feu, mais bon, on se rend bien compte qu'en fait, on l'a vu au moment du début des Gilets jaunes à La Réunion, qu'un préfet colonial comme celui de La Réunion pouvait tout à fait prendre un arrêté qui instaurait le couvre-feu. Par contre, quelque chose quand même d'important qui n'a pas été transféré dans la loi SILT, qui n'est pas négligeable, c'est le fait que les perquisitions ne peuvent plus être faites de nuit, ce qui avait été quand même énormément le cas entre 2015 et 2017, et qui avait provoqué des traumas, mais des traumatismes incroyables dans les foyers musulmans. Ça, c'est important aussi parce que quand on parle de réactiver l'état d'urgence, en fait, à l'heure d'aujourd'hui, ça n'a presque aucun sens, dans le sens où la très grande majorité des mesures fait partie désormais du droit commun. L'une des choses que ça reprend de l'état d'urgence, c'est notamment son mode de fonctionnement institutionnel, à savoir que le gouvernement peut le décider et le proclamer de manière unilatérale sans consulter le Parlement. Sauf que l'état d'urgence, c'est pour une durée de 12 jours et le projet de loi à la base était basé là-dessus.
Et c'est dans les conversations parlementaires que le Parlement lui-même a décidé de ne pas devoir être saisi pendant 60 jours avant de devoir entériner ce décret en loi. Le Parlement nous raconte que c'est parce que il peut pas se réunir, il lui faut du temps pour se réunir, mais je pense que c'est juste une manière pour eux de ne pas prendre leurs responsabilités et d'assumer le contrôle parlementaire qu'ils doivent avoir vis-à-vis du pouvoir exécutif. Après, si on parle un petit peu des mesures de cet état d'urgence sanitaire, bon, déjà, l'état d'urgence sanitaire, il fonctionne avec des décrets. Il donne la possibilité au gouvernement de prendre des décrets. Donc c'est ces décrets-là qu'il faut regarder de très près, hein, parce que c'est ça qui du coup devient la règle. Parmi les choses qui sont déjà inscrites dans la loi elle-même, il y a un certain nombre de choses. Il y a des choses dont d'ailleurs on peut peut-être dire qu'elles sont plutôt positives. En tout cas, elles sont positives dans ce qu'elles permettent, notamment le blocage de prix de produits de première nécessité, le blocage de prix de médicaments, et des réquisitions potentielles. Si on était un petit peu rêveur, on pourrait se dire que ça permettrait de réquisitionner plein de logements pour les personnes sans abri, pour les personnes mal logées, pour les personnes qu'on ferait sortir d'environnements carcéraux comme la prison ou les centres de rétention administrative. On pourrait penser à des réquisitions d'usines pour fabriquer des masques ou des blouses et tout ça. Bon, j'avoue que je ne suis pas forcément convaincu que c'est ce qui va se passer, mais en tout cas, la loi permet un certain nombre de réquisitions. Donc ça, c'est pas inintéressant. Maintenant, tout ce qui est de l'ordre des mesures de privation de la liberté de circuler des personnes, là, ça devient bien plus problématique et on revient un petit peu à un régime de l'ordre de l'état d'urgence. Non pas que ce soit une mauvaise chose à l'heure d'aujourd'hui en réponse à la pandémie qu'un certain nombre une certaine partie de la société, la plus grande possible d'ailleurs, doivent être confinés chez eux dans des conditions qui quand même révèlent des très grandes inégalités sociales. Mais en fait, faire une loi vis-à-vis de ça, c'est s'assurer qu'on a les moyens légaux punitifs pour pouvoir s'en servir vis-à-vis des personnes qui dérogent à cette privation de liberté de circuler. Le régime punitif, c'est un régime carcéral. On le voit bien hein, dans la loi, on nous parle d'une première amende qui coûte tant d'euros, une deuxième amende si on se fait reprendre, et puis à la troisième fois, on a vraiment l'impression que c'est encore une infantilisation totale des personnes, mais plus grave encore, c'est un système carcéral. La troisième fois, c'est une peine d'emprisonnement. Donc là encore, on se retrouve dans des logiques où le point ultime, c'est la prison. Tout ce qui est de l'ordre punitif dans une société comme la société française, on sait bien que ça fait davantage appel à la fois au degré discrétionnaire des policiers, c'est-à-dire un petit peu à leur biais personnel, mais à aussi ce qui se rapporte des structures racistes de ce pays. Et du coup, on sait très bien qui subit toujours le régime punitif. Et là encore, on revient aux mêmes populations de personnes racisées qui connaissent ça par cœur parce qu'ils ont des parents, des grands-parents ou eux-mêmes ont été des sujets coloniaux. On a déjà des dizaines et des dizaines d'épisodes recensés, c'est-à-dire vraiment à chaque fois la partie immergée de l'iceberg, d'épisodes recensés de violences policières clairement racistes, quoi. Donc clairement, on voit d'ores et déjà cette loi s'appliquer, même si, encore une fois, de la même manière que l'état d'urgence normal, ça n'est qu'une exacerbation de choses qui se passent au quotidien. Ça n'est rien de plus, rien de moins.
Une dernière chose vis-à-vis de l'état d'urgence sanitaire, de la même manière que le Parlement s'est lui-même un peu auto-censuré en disant que le gouvernement pouvait appliquer cet état d'urgence sanitaire pendant 60 jours sans avoir à lui demander son avis, le Conseil constitutionnel a pris une décision comme quoi il ne pouvait pas être saisi avant le 30 juin sur cette loi-là en particulier. Donc en gros, là encore, on a une instance de contre-pouvoir qui s'auto-censure pour ne pas avoir à statuer sur cette loi d'état d'urgence sanitaire. C'est quand même très grave. Si j'ai bien compris, c'est la première fois que ça arrive dans l'histoire du Conseil constitutionnel. Ça nous montre bien que cette situation peut nous échapper très rapidement et nous faire tomber encore une fois dans des logiques encore plus violentes de pouvoir exécutif, quoi, et de l'État policier en particulier.